Nous revoilà donc en compagnie donc, de Rémi Caspar et de Stéphane Costa. On aurait tort de sous-estimer le sens de l'organisation de l'équipe du GIP-Roll qui a mitonné en levée de rideau de notre journée de travail d'aujourd'hui un sympathique happening en Écosse et qui, dans le même but, a mis au travail une joyeuse bande de scientifiques connus sous le nom de GIEC. On y reviendra tout à l'heure avec Pascal Braconneau. Ce sera tout à l'heure la dernière intervention de la matinée. Mais tout de suite, on va se rapprocher encore de nos littoraux avec vous, Rémi Caspar et Stéphane Costa qui est à vos côtés. Vous étiez prévisionniste à Météo France, à la station du Havre, et vous avez dressé un état des lieux de ces grandes tempêtes qui ont touché nos littoraux. Vous nous présentez donc cet état des lieux avec, je le redis, la complicité de Stéphane Costa. Messieurs, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais activer le partage tout de suite. Stéphane, Rémi, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui, déjà sur les lieux du séminaire, et puis nous aider à partager la grande expérience que tu as sur les prévisions en Manche depuis 40 ans, excuse-moi de ce chiffre. Donc, on voudrait partager cette expérience. Et la première question que je souhaiterais te poser, c'est qu'aujourd'hui, on recherche dans les documents réglementaires de gestion des risques inondation-submersion les phénomènes historiques de référence. Et en Manche, on évoque souvent les tempêtes de février 1990, et qui ont même d'ailleurs commencé dès décembre 1989. Alors, est-ce que ce sont les seules tempêtes à avoir en tête sur la période récente? N'y a-t-il pas eu des phénomènes climatiques qui n'ont pas eu les conséquences de celles de février 90, mais qui, à quelques heures près, à quelques jours près, à quelques degrés de direction près, auraient pu être tout aussi dévastatrices? Oui, alors d'abord, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Et puis, je salue également des collègues météo. Je sais qu'ils sont quelques-uns à s'être inscrits. Alors, pour répondre à cette question, ça ne va pas être très facile de donner vraiment, de signaler des grandes tempêtes qui m'auraient particulièrement marqué, tellement j'en ai vécu. En fait, comme tu le dis, en 4 décennies, j'ai vécu un certain nombre de tempêtes, des périodes comme les périodes de l'année 90 où effectivement on avait des recrudescences qui avaient commencé déjà au début des années 80 en fait. Je suis arrivé moi à la station météo du Havre en 1980 et ma venue, ça n'a rien à voir, mais a coïncidé avec la recrudescence de ces tempêtes qui m'ont beaucoup fasciné, que j'ai voulu à la fois prévoir et étudier après coup, ce qui fait que pour le coup, j'ai laissé modestement une certaine mémoire de ces tempêtes par des publications dans Metmar, dans la revue de la météorologie, dans Norrois aussi, par exemple, avec toi, Stéphane. Et j'ai vécu au fil des décennies le progrès en matière de prévision de ces phénomènes. Ce qui m'a motivé à rester en fait dans ce service, c'est bien sûr la passion de la prévision marine, mais c'est aussi que je suis un homme de terrain et que dans toute la mesure du possible, à chaque fois que cela avait été possible, je me rendais sur le terrain après coup, après une prévision, pour collecter moi-même des données, prendre des photos et vérifier un peu la véracité des prévisions. Alors, ce que je voudrais en fait, à travers le petit PowerPoint qu'on va regarder, c'est montrer plutôt des choses qui sont un petit peu inhabituelles, des choses qu'on a découvertes au fil du temps. Il faut savoir que, évidemment, une tempête, ça évoque tout de suite vent fort, forte vague sur côte et éventuellement érosion des plages. Mais tous ces facteurs-là, on ne les maîtrisait pas en fait au début des années 80. C'est venu progressivement, je m'en expliquerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Et là, je vais vous montrer quand même quelques événements qui sont marquants, pas forcément pour avoir produit de grandes submersions, mais parce qu'ils pourraient en produire. Donc, on va peut-être commencer.
Voilà, ça c'est classiquement une des tempêtes des années 90. C'est le 26 février 1990, coefficient 101. La surcote mesurée au moment de la pleine mer du Havre aux environs de midi était de 1,18 m. Alors, j'ai des valeurs de surcote qui peuvent différer peut-être de certaines autres administrations, peut-être du CHUM. Les valeurs que je vous donne sont des valeurs, en tout cas pour cette époque-là, que j'ai dépouillées sur des marégrammes. Alors, là, on a eu en fait plusieurs événements tempétueux entre le 26 février 90 et le 1er mars. On peut dire qu'il y a eu submersion marine, par exemple dans le secteur d'Étretat, de Fécamp, mais aussi de Dieppe, quasiment à chaque marée. C'était un événement vraiment rarissime qui s'est produit. Et ici, vous voyez une structure, une situation synoptique qui est assez classique, c'est-à-dire qu'on a une dépression haute en latitude et qui génère un flux d'ouest, on le voit avec l'orientation des isobars, et le passage assez régulier de plusieurs fronts froids. Ce type de dépression se déplaçant relativement lentement d'ouest en est peut maintenir un gradient de pression très serré sur la Manche et la mer du Nord pendant plusieurs jours. On va passer à l'autre. Alors, cette image, c'est une photographie que j'ai prise donc le 27 février 1990 à Étretat. Il y avait une surcote d'environ 90 cm au moment de la pleine mer, surcote mesurée au marégraphe du Havre. Il s'agit d'un coup de vent de nord-ouest 8 Beaufort, mais le niveau de la plage et le profil de la plage était extrêmement bas, ce qui fait que vous pouvez le constater, même pour un coup de vent de force 8, pas au niveau de la tempête force 10, on peut avoir des effets tout à fait spectaculaires. Alors ça, c'est une autre configuration. Vous voyez cette fois-ci, je crois qu'on avait calculé que c'était dans à peu près un tiers des cas que se produisait cette configuration synoptique. Là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas une animation, mais en réalité, il s'agit d'une dépression qui, disons, passe au sud de l'Irlande, traverse le sud de l'Angleterre et se dirige vers la mer du Nord à vive allure. Alors, ce type d'événement se produit quand même assez souvent et il est générateur de submersions importantes parce que sa vitesse de déplacement est souvent élevée. Alors là, cette situation-là correspond au 22 janvier 1988. Il y avait un coefficient de 103 et il y a eu des submersions majeures sur la côte entre de la baie de Somme au Havre. Cette situation, c'est celle du 17 décembre 2004 à 10h, 12h UTC, c'est ça, à 12h UTC. Alors, vous voyez le centre dépressionnaire, je peux vous montrer, voilà, ici. Ça ressemble beaucoup à la situation précédente, avec un centre dépressionnaire assez profond. Je dirais que la petite différence, c'est que les submersions faibles, parce que le coefficient de marée était faible, il n'était que de 71, mais on aurait pu avoir des submersions considérables car, comme on va le voir peut-être sur la diapo suivante, voilà, on a eu une surcote très importante. Cette situation correspondait aussi au passage de ce qu'on appelle un front froid dédoublé, qui normalement s'accompagne d'une dévente. C'est en quelque sorte l'irruption d'air froid et sec d'altitude très violente qui se fait en arrière d'un front froid principal. Ce n'est pas un front froid secondaire parce qu'il n'est pas accompagné de précipitations, mais il peut avoir des conséquences très puissantes en matière de vent. Alors sur ce schéma, j'ai voulu vous montrer en rose, c'est la marée prédite à Dieppe pour cette journée du 17 décembre 2004. Et comme vous le voyez ici,
La hauteur d'eau prévue, la hauteur d'eau astronomique devait être de 8,50 m, zéro hydrographique. La marée observée est en bleu et la surcote à la marée est en rouge. Quand on regarde la marée observée, on s'aperçoit qu'elle débute. L'étale prévu était 8,50 m, par conséquent, devait durer simplement une vingtaine de minutes. Or, cette hauteur d'eau de pleine mer était déjà atteinte à 14h14 et non pas à 15h40. Et elle est restée à ce niveau-là jusqu'à près de 16h50, ce qui fait que les vents d'afflux qui ont accompagné cette tempête, puisqu'il s'agissait de vents de nord-ouest très très forts, ces vents d'influx ont en quelque sorte modifié la durée de l'étale de pleine mer qui passe de 20 minutes à 2h40 en vérité. Alors, cet événement, je vous l'ai dit, n'a pas produit de submersion majeure parce que le coefficient de marée était de 71. S'il avait été plus important, vous imaginez évidemment les conséquences véritablement dramatiques. Si on avait eu un coefficient de 110, par exemple, on est sûr là qu'on aurait eu des submersions qui auraient été probablement supérieures même à celles qu'on a connues en 1990. D'autre part, ce qui est intéressant aussi de voir sur un schéma comme celui-ci, c'est que lorsque des vents d'afflux se mettent en place en arrière d'un front froid, il peut se produire un phénomène météorologique qui est rare, mais que je vous montrerai dans une prochaine diapo. C'est l'arrivée de ce qu'on appelle un front froid secondaire. Et ce front froid secondaire, c'est une nouvelle perturbation avec irruption d'air froid, humide cette fois-ci, mais qui peut créer des conditions de météo océanographique à nouveau fortes. Et on imagine que ce front froid secondaire peut très bien se trouver 1 heure, 1 heure et demie après le premier. Donc vous voyez, s'il y avait eu ce jour-là un front froid secondaire qui était arrivé par-dessus cette marée, on aurait eu effectivement des dégâts considérables. Et bon, ça ne s'est pas passé. Alors on va passer à l'autre. Alors celle-ci... Ah oui, ça c'est pour montrer un phénomène. Ici, on est dans la nuit du 10 au 11 mars 2008. Avec la tempête de 2008 a fait beaucoup de dégâts, notamment en Bretagne. Et comme la tempête de février 2010, qu'on a appelée Xynthia, ces deux tempêtes sont probablement à l'origine de l'accélération du processus de mise en place de la vigilance vague submersion à Météo France. Ici, vous avez la marée prédite qui est en bleu, la marée observée qui est en vert. Nous sommes à Dieppe, au moment où il va y avoir des submersions qui sont modérées, mais que nous avons vécues, hein, Stéphane et moi, chacun de notre côté. Et vous voyez la surcote en rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on a un pic de surcote à mi-marée montante, et que ce pic de surcote est dû à une interaction entre le courant de marée qui, à ce moment-là, progresse en quelque sorte d'ouest en est, et le vent qui souffle à ce moment-là de secteur ouest-sud-ouest. Donc il y a un effet de vecteur vent dérive qui s'ajoute au courant de marée. Par conséquent, le vent crée un courant de dérive de quelques nœuds, et de 2 ou 3 nœuds, je crois, et cela s'ajoute au courant de marée de sorte qu'on a l'impression que la mer monte plus vite que prévu. Et c'est ce qu'on appelle une avance sur marée, et on le voit assez souvent sur des littoraux, par exemple un littoral nord avec des vents de secteur ouest. Et c'est ce que les commandants de port appelaient dans le temps une avance sur marée. Et donc ça n'est pas véritablement, on va dire que c'est une surcote météorologique qui devrait être prise comme telle, mais une véritable interaction entre un phénomène océano et un phénomène météorologique. Donc voilà, et ça on a pu s'en apercevoir
A posteriori, vous voyez, c'est une étude que j'ai faite après la tempête de 2004, parce que nous avions, de 2008, pardon, parce que nous disposions à cette époque-là d'outils remarquables, c'est-à-dire des données minutes de marégraphe à Dieppe, et puis des données minutes de vitesse de vent et de hauteur de vague, etc. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de 2 fronts froids possibles qui peuvent se succéder. On a un excellent exemple là dans la nuit du 11 au 12 février 1990. Les données que vous avez sous les yeux sont des données en provenance d'un poste météorologique qui se trouvait dans le port d'Antifer. En bas, sur l'abscisse, vous avez les heures, en heure UTC, je pense, de 16 heures le 11 à 1 heure le 12. Ordonnée de gauche, la vitesse, la direction du vent en rose de 36, et j'ai ajouté également la vitesse du vent en mètres par seconde moyennée sur 10 minutes. Et sur l'ordonnée de droite, la pression barométrique. Alors on va regarder, j'espère que vous avez bien les couleurs. Vous pouvez constater au niveau de la pression barométrique qui est en vert, qu'il y a en début d'après-midi, enfin dans l'après-midi, il y a une descente, une baisse de pression. Et voilà, une baisse de pression jusqu'à un certain niveau. Il y a une légère remontée de la pression. Ensuite, elle va redescendre, ce qui annonce une nouvelle perturbation. Et puis, elle remontera assez brutalement lorsque le front froid sera passé. Et en fait, là, on a 2 fronts froids qu'on peut analyser par ailleurs. Évidemment, ce n'est pas sur ce graphe qu'on s'en aperçoit, on a pu l'analyser ailleurs. Le front froid principal est passé à 18h30. Et on voit d'ailleurs que la direction du vent est passée progressivement du 160 au 220, puis au 240. 240, c'est ouest-sud-ouest. La force du vent, qui est en bleu, est conséquente aux alentours de 18 heures. Ensuite, elle va baisser un peu. Et ce premier front froid qui passe, on va dire, pendant la marée basse, ne crée pas de problème de submersion. Par contre, il a provoqué quand même une agitation en Manche. Et donc, on a déjà un train de vagues en Manche qui est conséquent. Ensuite, lorsque va passer le second front froid, vers 22 heures, on voit une nette remontée du vent de la courbe bleue et de la pression barométrique. Et on va avoir ce qu'on appelle donc des vents d'afflux. Si j'avais mis la surcote par-dessus ce graphe, on verrait un pic de surcote se faire à ce moment-là à cause du vent d'afflux, malgré la hausse de la pression barométrique. La mer était pleine à 0h UTC à Étretat ce soir-là. Eh bien, je peux vous dire que c'était dantesque. La mer est rentrée jusqu'à peu près 700 mètres à l'intérieur de la ville et puis occasionnant un certain nombre de destructions au passage. Donc on voit l'importance de phénomènes de front froid. Là on ne peut pas parler véritablement d'une dépression qui est à l'origine du phénomène. La dépression est déjà loin puisqu'elle accompagnait le premier front froid, mais c'est véritablement un front froid secondaire qui est là à l'origine d'une submersion. Donc voilà encore un cas relativement atypique, mais qui peut se produire. Oui, alors cette situation-là est très, très intéressante parce qu'elle correspond à une évolution très lente d'une dépression qui, à l'origine, aux alentours du 17 et 18 février 1996, se trouvait au sud-est de l'Islande. Vous voyez sur le schéma de gauche que le 19 février 1996, à 12h UTC, elle se trouve sur le Benelux, et que le lendemain, elle n'a évolué que très lentement vers l'Allemagne. Et pendant ce temps-là, un anticyclone, lui, avait tendance à se renforcer légèrement en direction de la Manche. Donc, on ne peut pas parler ici d'une dépression active, ni même d'un front froid actif.
on a un flux de nord-nord-est, mais ce flux de nord-nord-est est très durable, il est par ailleurs très froid, on a en altitude des températures extrêmement basses, donc il est rafaleux, on va dire comme ça. Et quand on regarde les gradients de pression qui sont là, on n'imagine pas que ces 2 journées ont présenté des submersions et des destructions de digues extrêmement importantes. Et en particulier pour la journée du 20 février, tout un segment de côte entre globalement Port-en-Bessin et Barfleur ont été très très sérieusement touchés. C'est une des plus grandes tempêtes, entre guillemets, puisque ce n'est pas une tempête, comme vous pouvez le voir, mais c'est une des plus grandes submersions que l'on connaisse après la Seconde Guerre dans ce secteur-là, et qui pourtant, vous voyez, ne correspond pas forcément à un événement qui, a priori, saute aux yeux en tant qu'événement tempétueux. 1 à 2 minutes. Alors ici, je vous ai mis l'événement qu'on a appelé l'ouragan de 1987, parce que le vent avait atteint force 12, mais ça n'avait pas du tout un caractère tropical. Ce qui est très intéressant dans cet événement, c'est que vous voyez que le 15 octobre à 18h UTC, au large du golfe de Gascogne, une dépression se creuse. On va la retrouver sur Ouessant, ensuite sur Plymouth, et elle passera sur le bassin de Londres et elle terminera sa course en mer du Nord. Et sur les côtes de la Manche, le vent n'a jamais été plus haut, entre guillemets, en direction que sud-ouest. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de vent d'afflux. Or, une onde de tempête de l'ordre de 1,70 m a pénétré par l'ouvert de la Manche occidentale et s'est propagée jusqu'en baie de Somme. Et on retrouve ces valeurs de 1,70 m tout du long, alors qu'on n'a pas du tout de vent d'afflux. On avait à ce moment-là un coefficient qui était très faible, qui tournait autour de 24 ou 26. Et 8 jours avant, on avait un coefficient, je crois, de 105. Imaginez une surcote de 1,70 m dans des ports comme Dieppe ou Le Havre ou d'autres, sans vague pour ainsi dire, puisque l'événement était surtout un événement de surcote. Je suis dans les temps. Ça, c'était pour illustrer effectivement l'impact de vent d'ouest continu sur une zone comme par exemple Étretat, puisque c'est la plage d'Étretat. Vous avez en haut à gauche une photo qui date du 22 octobre, en bas à droite 22 décembre, et vous voyez en 2 mois comment le profil de la plage a pu diminuer, sans qu'on ait pour autant d'ailleurs beaucoup de coups de vent. Il s'agissait de phénomènes tout à fait modérés. Il est très important de suivre ces profils de plage. On sait qu'avec le dérèglement climatique, on risque d'avoir des hivers plus doux. Qui dit hiver plus doux dans des régions comme celle-ci veut dire vent d'ouest plus fréquent, donc érosion plus importante, dérive littorale accentuée. Et donc par conséquent, pour des coups de vent modestes, des facilités d'inondation supplémentaires. Il faudrait conclure, si vous voulez bien. Ça y est. En fait, on vient de conclure. On avait une petite question. Oui. Oui, allez-y. Juste une petite question pour répondre rapidement, parce que la station du Havre a été l'une des stations moteurs, grâce à toi d'ailleurs, sur le développement de la vigilance vague submersion. J'avais une petite question. Est-ce que ça a été facile à mettre en place au sein de la structure, mais aussi à faire étendre dans les services de l'État et les collectivités? Ça a été un petit peu difficile au départ parce que la culture de la météorologie nationale en matière de météo marine, ça n'était pas de prévoir des submersions, c'était de prévoir des paramètres, le vent et les vagues. La notion de surcote, quand je suis arrivé, moi, au début des années 80, elle n'était pas du tout connue de mes collègues. La notion de prévision de submersion non plus. Là, je ne vais pas m'étendre, évidemment, mais il y a tout un historique qui s'est produit pour arriver d'une prévision faite, déclenchée par un sous-préfet dans un arrondissement du Havre spécifique. C'est là que ça a commencé, pour finalement nous retrouver en 2011 avec la VVS nationale. Il y a tout un cheminement. Ça n'a pas toujours été facile, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui,
on a toute satisfaction quand même de cette VVS. D'accord, merci beaucoup. On se tient à disposition, et notamment Rémi, à des questions. Alors oui, il y en a une qui paraît simple, mais effectivement, j'ai l'impression que les tempêtes ont surtout lieu la nuit. Est-ce que vous confirmez ça? Et si oui, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous savez expliquer? Alors, je vous dirais que j'y souscris un peu parce que je trouve que j'ai relativement peu dormi, bien souvent. Quand je suis allé sur le terrain, ça s'est passé souvent la nuit. Mais non, ce sont des coïncidences, il n'y a pas, à mon avis, de raison particulière à expliquer ça. Ok. Alors, une question, existe-t-il des données de surcote à marée basse, ce qui a un effet sur l'accessibilité à l'estran lors des grandes marées de vive eau? J'ai pas très bien compris la question. Existe-t-il des données de surcote à marée basse, ce qui, effectivement, aurait des effets sur l'accessibilité à l'estran lors des grandes marées? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la collègue du CHOM, là, les mesures de surcote peuvent être faites à tout niveau de la marée. Et on a parfois des surcotes spectaculaires. J'ai souvenir, par exemple, du 25 janvier 1990, si ma mémoire est bonne, où il me semble qu'on a eu, dans le port du Havre, une surcote de 1,80 m au moment de la marée basse. Alors, il y a pas des questions, mais des remarques, des compléments d'information. Les fortes décotes peuvent avoir des effets indésirables sur la navigation, oui, et sur l'alimentation des centrales nucléaires en eau de mer. Et il y a une réponse à cette remarque qui est, mais oui, mais ces décotes extrêmes sont prises en compte dans la sûreté nucléaire. J'imagine que la conception des centrales tient compte de ces éléments historiques. Alors, moi, je n'ai pas de réponse à ça, je ne peux pas vous dire vraiment, mais je le suppose fortement, oui. Ok. Est-ce que ces travaux que vous avez présentés ont conduit, ça rejoint un peu la question de Stéphane, à améliorer la qualité de la prévision des tempêtes chez Météo France? C'est une première question. Et puis d'autre part, est-ce que d'autres services météorologiques à l'international travaillent de la même façon, se rejoignent et rejoignent vos travaux? Est-ce que vous échangez là-dessus? J'imagine que oui. Alors, bon, je dirais que dans toutes ces dernières années, il n'y avait pas que la station météo du Havre qui a été appelée à participer avec le Centre national de Toulouse à Météo France pour la mise au point du système vigilance vague submersion. Tous les centres marines ont été sollicités, je dirais même à un moment, tous les centres départementaux côtiers, on a cherché à avoir l'expérience des prévisionnistes locaux et ce qui était engrangé chez eux en termes d'études, de données, pour effectivement aboutir à un travail en commun. Maintenant, pour l'étranger, je ne sais pas. Je sais que les Britanniques ont de longue date fait des travaux dans ce domaine. Avant nous, très probablement, on a évoqué tout à l'heure la tempête de 1953, qui a été vraiment le moteur des travaux qui ont été faits en Angleterre, puisque là-bas, il y a eu un peu plus de 400 morts. Hein. Il y en a eu plus de 1500, je crois, aux Pays-Bas, mais nos amis grands-bretons ont été fortement secoués aussi. Merci beaucoup, Rémi, Caspar et... Oui, Stéphane? Et juste une petite remarque par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur le système vigilance vague submersion, c'est que Rémi a beaucoup contribué à cette idée sur laquelle il fallait faire très attention aux effets de site. C'est-à-dire d'une plage à l'autre, ce n'est pas forcément la même chose pour une même tempête. Et là, pour le coup, ça a été initié par la station du Havre. Voilà, c'était juste un complément d'information. Merci. Merci beaucoup, merci à vous deux. Et alors, ce rôle de manipulation que vous connaissez parfaitement maintenant, on se retrouve tout de suite pour la présentation suivante, celle de Pascal Braconneau. À tout de suite.